La Tunisie est en deuil. Le chef de l'État s'est éteint à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi a dirigé le pays pendant sa phase de transition démocratique après la révolution de 2011 qui a mis fin au régime de Ben Ali. C'est une période d'incertitude politique qui s'ouvre à quelques mois d'échéances électorales majeures. Compte rendu, John Linden. Acteur majeur de la transition démocratique en Tunisie après la révolution de 2011, Essebsi a été hospitalisé à la fin du mois dernier et a passé une semaine à l'hôpital après avoir subi un sérieux malaise. Sa mort, annoncée ce jeudi par la présidence, survient à quelques mois de la fin de son mandat à l'âge de 92 ans. Homme politique de premier plan en Tunisie depuis le renversement de Ben Ali en 2011, Essebsi s'est illustré par le renforcement de la politique étrangère et de défense de la Tunisie. Après le renversement de Ben Ali, Essebsi dirige la transition en tant que Premier ministre en 2011. Il sera élu président 3 ans plus tard. Le pays est salué comme le seul succès démocratique des soulèvements du printemps arabe, du fait notamment d'une nouvelle constitution et des élections libres en 2011 et 2014. Avant 2011, Essebsi a occupé les postes de ministre des Affaires étrangères sous Habib Bourguiba et de président du Parlement sous Ben Ali. Mais si la Tunisie a été épargnée par la violence observée ailleurs au Moyen-Orient, elle a néanmoins été la cible de militants islamistes au fil des ans. Économiquement, le pays va mal. Le taux de chômage est passé à 15% cette année contre 12% en 2010. Selon la Constitution, le président du Parlement devrait assurer l'intérim et préparer les élections législatives censées se tenir le 6 octobre. La présidentielle, elle, est prévue 90 jours après le décès de l'ancien président. Pour un décryptage de cette actualité, j'accueille Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et de Dune Voices. Il nous rejoint de Tunis. Bonsoir. Bonsoir. Des élections législatives doivent avoir lieu le 6 octobre. Quant à la présidentielle qui était jusque-là fixée au 17 novembre, elle aura lieu plus tôt d'après le chef de la commission électorale qui n'a pas donné de date. Avec le décès du président Essebsi, la Tunisie entre-t-elle dans une période d'incertitude? Incertitude, non, pas vraiment. La Constitution a été respectée et comme vous venez de le dire, c'est le chef du Parlement qui a déjà pris l'intérim de la présidence de la République cet après-midi. Oui. Donc M. El Nasser est désormais président par intérim pour cette période de passation qui doit durer entre 45 et 90 jours selon les termes de la Constitution. Oui. La question que se pose en ce moment est autre. La Constitution prévoit aussi que, logiquement, puisque c'est le président qui reçoit les chefs des partis parlementaires à l'issue des législatives, logiquement, ce sont les élections législatives, ce sont les élections présidentielles qui doivent se tenir avant les législatives. Donc, un débat va s'établir en ce moment en Tunisie sur qui va précéder. Est-ce les présidentielles ou les législatives? Les présidentielles leurs délais sont constitutionnels, donc on ne doit pas les changer. Ça va être discuté par l'ISI et le pouvoir exécutif et les partis politiques. Revenons rapidement sur Mohamed El Nasser qui a été investi aujourd'hui donc président par intérim. Vous l'avez dit, incarne-t-il à 85 ans la continuité du chef de l'État décédé dont il était proche? Oui, parfaitement. De toute façon, en 2011, comme vous avez dit, lorsque Essebsi a été installé chef du gouvernement, Premier ministre en 2011 pour la transition, les deux noms qui ont été annoncés en 2011 suite à la chute de Ben Ali étaient Mohamed El Nasser et Béji Caïd Essebsi. Donc, Béji Caïd Essebsi, lorsqu'en 2014, il a fait Midatounes, il a gagné les élections, il a ramené El Nasser avec lui pour être chef du Parlement. Donc, c'est la même école politique.
Donc, normalement, il n'y a pas de souci quant à la transition. Mourad Selami, très rapidement, si vous pouvez. La Tunisie a été saluée comme la seule réussite démocratique des soulèvements du printemps arabe. Mais les avancées politiques ont-elles été accompagnées par des avancées économiques de même importance? Les jeunes arrivent-ils à trouver de l'emploi? Brièvement. Le problème essentiel en Tunisie, c'est effectivement la réussite de cette transition socio-économique. La transition socio-économique peine. Les pauvres, les chômeurs n'ont pas encore requis ce qu'ils attendaient du changement. Mais ce n'est pas uniquement la Tunisie qui peine dans ces transitions-là. Toutes les transitions ont vécu ces difficultés socio-économiques. Mourad Selami, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et vous étiez en direct de la capitale tunisienne. Je vous remercie. Le meurtre d'un jeune universitaire guinéen de 31 ans près de Rouen provoque un vif émoi en France pour son caractère présumé raciste. Mamadou Barry, enseignant-chercheur à l'université de Rouen-Normandie, a été tué vendredi dernier alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. Les faits ont eu lieu peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. Un Français d'origine turque aux antécédents psychiatriques a été interpellé avant que sa garde à vue soit levée pour raisons médicales. Les proches de Mamadou Barry continuent de lui rendre hommage. Au-delà de la compassion que nous pouvons aujourd'hui avoir, c'est ce que justice soit faite. C'est que la justice seulement qui peut nous soulager aujourd'hui dans notre âme, dans notre chair. Parce que rien d'autre ne peut remplacer un être de son rang. Quand un être est perdu, il est perdu. Mais la justice, au moins, fera en sorte que son âme puisse reposer en paix et que aussi les proches, les collaborateurs, le pays, la nation guinéenne tout entière puissent retrouver le salut avec cette justice. Vous savez que les pays comme la Guinée, les cadres de son rang sont difficiles à trouver. Pour produire un cadre d'une telle envergure, il faut des années. La Guinée, c'est une perte énorme pour sa famille biologique non seulement, mais pour toute l'Afrique et surtout pour la Guinée. Parce qu'il a fait sa thèse en fiscalité minière et la Guinée n'avait pas de spécialistes en la matière. Et donc lui personnellement, il s'est spécialisé parce qu'il savait qu'il y avait un manque criard de cadres compétents dans ce domaine. Toujours dans la région, le Soudan du Sud voisin vient de se doter de sa toute première plateforme de transfert d'argent par téléphone. M-Gourouch, c'est son nom, permet aux clients d'acheter des biens et services à travers tout le pays. L'accord de paix conclu l'an dernier a été déterminant pour le projet, mais le manque d'infrastructures pose toujours problème, comme nous le rapporte chez la Pony de Jouba. Le récit est d'Arzouma Compaoré. Le Soudan du Sud a célébré une rare avancée technologique ce mois-ci en lançant un système national de transfert d'argent par mobile. Le nouveau système appelé M-Gourouch, M pour mobile et Gourouch pour argent en arabe, supprime la nécessité d'un compte bancaire que la plupart des Sud-Soudanais n'ont pas. Le véritable succès de l'argent mobile réside dans le ciblage des personnes à faible revenu et des populations rurales. Ce sont les personnes que nous voulons atteindre et inclure dans le système financier. Le ministre de l'Information du Soudan du Sud en a démontré la facilité d'utilisation en achetant une vache avec son téléphone portable. Il a ajouté qu'il faudrait que les paysans prennent le temps de faire confiance au paiement mobile. Ce sera un véritable défi, mais grâce à une campagne de sensibilisation et à l'éducation des populations, je pense que nous y parviendrons. Ravagé par des années de guerre et de conflits, le Soudan du Sud a l'un des taux de pénétration du téléphone mobile le plus bas en Afrique, seulement 21%. La couverture du réseau est l'un des plus grands défis car, comme nous le savons tous, après la guerre, les infrastructures de télécommunications ont été détruites, en particulier dans les villages. Mais l'une des sociétés sud-soudanaises à l'origine de M-Gourouch, Zain Télécommunications, est convaincue que l'argent mobile marque le début d'une nouvelle ère.
Nous savons que la fibre optique n'est plus trop loin. Elle est presque ici à Djouba. Cette ville, ce pays sera relié par fibre. L'application Mgo Rouge existe en 3 versions, une pour les clients, une pour les vendeurs et une autre pour les agents auprès de qui les clients peuvent retirer du cash. L'utilisation de ce nouveau service devrait accélérer les échanges et créer des milliers de nouveaux emplois dans l'économie en crise de la nation la plus jeune au monde. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre Boris Johnson a réuni aujourd'hui pour la première fois son cabinet qu'il a nommé hier. Il a posé des conditions pour un nouvel accord de sortie de l'Union européenne. Des demandes jugées inacceptables par le négociateur de l'UE, Michel Barnier. Pour les observateurs, la nouvelle équipe gouvernementale britannique est marquée très à droite et pro-Brexit. Davantage avec Didi Diko. Tout en soulignant préférer quitter l'UE avec un accord, Boris Johnson, qui a pris ses fonctions mercredi suite à la démission de Theresa May, a annoncé qu'il avait demandé ce jeudi à Michael Gove, son bras droit, de faire des préparatifs dans l'éventualité d'un no deal. Je préférerais que nous quittions l'Union européenne avec un accord. C'est vraiment ma préférence. Je pense que c'est possible, même à ce stade très avancé, et je vais travailler d'arrache-pied pour qu'il en soit ainsi. Mais certaines choses doivent être claires. L'accord de retrait négocié par mon prédécesseur a été rejeté à 3 reprises par notre Assemblée. Ces termes sont inacceptables pour ce Parlement et ce pays. Aucun pays qui se respecte et qui valorise son indépendance ne peut accepter un traité qui nous fait renoncer à notre indépendance économique et à notre droit à l'autogouvernance, comme le fait ce backstop. Le backstop, auquel fait référence le ministre conservateur, est également appelé la clause de sauvegarde. Il s'agit du principal élément de discorde entre le Royaume-Uni et l'UE. Boris Johnson est farouchement opposé à cette clause qui permettrait d'éviter le retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord après le Brexit. L'idée d'une limite temporelle n'est pas suffisante. Si nous parvenons à un accord, il faut bien comprendre que cela pourrait arriver par la suppression de la clause de sauvegarde. Toujours dans la matinée, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a réuni pour la première fois son cabinet, composé de personnalités très à droite et pro-Brexit au poste clé du gouvernement. Comme chaque jeudi, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Je vais assez bien, d'après mon dernier bilan de santé. Je vous recommande de faire. Merci bien, absolument. Alors aujourd'hui, Mohamedou, nous parlons de la consommation des drogues sur le continent africain, un sujet qui inquiète, n'est-ce pas? Ah oui, Jacques, selon la production et la consommation de drogue ont connu un bond depuis le début des années 2000, selon le rapport mondial 2018 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et pour le cas de l'héroïne, par exemple, la quantité d'héroïne saisie dans le monde a atteint un niveau record de 81 tonnes en 2016. Et l'Afrique est évidemment concernée par cette tendance alarmante. Le projet ENACT, financé par l'Union européenne, qui vise à lutter contre le crime organisé transnational en Afrique, montre bien que le continent est en train de devenir un centre de transit du commerce de la drogue. Alors, l'année dernière, le rapport du projet ENACT révélait que le trafic de drogue contribue jusqu'à hauteur de 100 millions de dollars par an à l'économie du Mozambique. En mars dernier, une autre enquête du projet ENACT affirmait que l'Afrique du Sud compte aujourd'hui plus de 100 000 consommateurs réguliers d'héroïne, une drogue dont le trafic représente plus de 250 millions de dollars par an. Tout cela montre, Jacques, que le commerce de la drogue représente un enjeu commercial important, en même temps que sa consommation constitue un problème majeur de santé publique en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, Mohamedou, le gouvernement sud-africain a reconnu l'ampleur du problème et vient de lancer un plan d'urgence. Tout à fait, Jacques. C'est un énième plan d'urgence. En tout cas, en juin dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit espérer que ce plan
va réduire la demande de drogue, démanteler les filières et libérer les jeunes de ce mal dans un pays où l'oisiveté des jeunes, surtout dans les townships, les expose à la consommation des dites drogues. Alors, je vous propose, Jacques, et aux téléspectateurs, de regarder ce reportage réalisé par l'AFP et raconté par Michel Joseph. Ashley Abraham, sud-africain, 38 ans, est accro au niaoupé, un mélange artisanal à base d'héroïne et de marijuana qui provoque de profondes somnolences. Tous les jours, Ashley gagne quelques pièces en enfournant des passagers dans les minibus d'un carrefour bruyant du township de Soweto. Pas de quoi mener grand train, juste ce qu'il faut pour se payer ses doses quotidiennes de drogue. À ses débuts, Ashley se droguait pour imiter ses semblables. Depuis, et malgré les regrets, il ne peut plus s'arrêter. En fait, je n'ai pas de raison principale de l'utiliser, mais c'était fondamentalement juste pour s'intégrer. La pression des pairs joue un rôle très important dans cette affaire et j'étais juste stupide. Comme je l'ai dit, je regrette le jour où j'ai pris cette drogue. Je regrette parce que je ne savais pas que c'était difficile d'arrêter. Personne ne m'avait parlé des effets qui seraient sur moi. Hautement addictif, le niaoupé fait des ravages dans les villes et campagnes sud-africaines. Comme Ashley, il serait 100 000 consommateurs réguliers d'héroïne en Afrique du Sud, selon un rapport publié en mars dernier par le projet européen ENACT. Un projet d'aide à la lutte contre la criminalité organisée transnationale en Afrique. D'après ce rapport, l'héroïne est une matière première de base qui irrigue toute l'économie criminelle dans le pays. Dans tout le pays, en effet, de nombreuses rues sont devenues des supermarchés de la drogue, dénoncent en chœur ONG et experts qui accusent la police et le gouvernement de passivité au mieux, de complicité au pire. L'ONG Outreach Foundation vient en aide aux jeunes toxicomanes en difficulté. Mais ses résultats sont mitigés, car bon nombre de toxicomanes replongent après avoir entamé une cure de désintoxication. Le gouvernement sud-africain reconnaît l'ampleur du problème et vient de lancer un énième plan d'urgence pour l'enrayer. Nous espérons qu'il va réduire la demande de drogue, permettre de démanteler les filières et libérer nos jeunes de ce mal, a dit en juin le président Cyril Ramaphosa, soulignant que l'âge moyen des consommateurs est de plus en plus bas. Mais dans un pays à l'économie flageolante où le chômage frappe plus de 50% des jeunes, la route s'annonce longue. Merci bien, Michel. Voilà, on a vu, Mohamedou, cette lutte, elle est très difficile dans ce pays. La lutte sera extrêmement difficile et pour parvenir à bout de ce mal, il faut une approche multisectorielle parce que, comme on l'a vu dans le reportage, le chômage des jeunes et la pauvreté sont des facteurs aggravants du mal. Donc il faut évidemment lutter contre le chômage, il faut lutter contre la pauvreté et il y a aussi l'autre enjeu qui est la répression du trafic de la drogue et ce sera extrêmement difficile parce qu'il y a toute une filière économique internationale qui alimente ce phénomène et cette économie qui pèse des milliards de dollars, ce qui fait qu'en réalité, ce sera extrêmement difficile de lutter contre ce phénomène. Mais évidemment, les gouvernements s'organisent et il y a des coopérations qui existent entre les États et on espère que ça va aboutir à un résultat efficace. Absolument. Merci bien, Mohamedou Mfa. On vous retrouve jeudi prochain comme tous les jeudis. Et je vais vous emboîter le pas, je vais faire ce bilan de santé. Absolument. Que je recommande aussi aux téléspectateurs. Absolument. Et voilà, et maintenant, pour en résumer de toute l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous et à toutes. Victoire historique pour le Mali à la Coupe du monde féminine de basketball des moins de 19 ans. Thaïlande 2019, les Maliennes se sont qualifiées pour les quarts de finale en dominant la Lettonie 67-34 en huitième de finale. Un début fulgurant contre les Lettoniens. Invaincu jusque-là, a ouvert la voie à un succès malien célèbre, celui du premier pays africain à se qualifier pour les quarts de finale du mondial de basket dans cette catégorie. Dans une rencontre à sens unique, les Maliennes ont pris les commandes dès l'entame du premier quart-temps et n'ont plus rien lâché jusqu'à la fin devant une équipe de la Lettonie, pourtant première du groupe B et qui avait battu le Canada en phase de groupe grand artisan de cette victoire. Sika Kone s'est bien illustré avec un spectaculaire double-double de 19 points et 22 rebonds. Le Mali affronte l'Australie demain en quart de finale.
Basketball, toujours ici en NBA, Kevin Love n'ira pas en Chine avec Team USA pour le mondial. L'attaquant des Cleveland Cavaliers, champion olympique avec l'équipe des États-Unis aux Jeux de Londres en 2012 et champion du monde 2010 en Turquie, a informé l'entraîneur national grec Popovic de sa décision. Il rejoint ici les 8 joueurs NBA qui ont décliné l'offre de défendre les couleurs de leur pays. Au championnat du monde du 31 août au 15 septembre, ces joueurs ont évoqué leur préparation pour la prochaine saison de NBA qui débute le 22 octobre ou des raisons personnelles pour expliquer leur décision. Les États-Unis se rendent en Chine avec pour objectif de conquérir leur 3e couronne mondiale de suite après leur sacre de 2010 et 2014. Nous parlons de transfert en football pour finir. Cette fois, c'est définitif. Jordan Ayew rejoint Crystal Palace. L'international ghanéen s'est engagé pour 3 ans avec ce club de Premier League où il était déjà prêté la saison dernière. L'attaquant de 27 ans a été cédé par Swansea pour une somme estimée à 2,8 millions d'euros. Je suis très heureux. Je me suis vraiment fait plaisir la saison dernière à afficher le cadet des frères Ayew sur le site du club. Buteur 2 fois à la CAN avec le Ghana. Eh bien, Jordan Ayew a inscrit un seul but en 20 apparitions avec Palace lors du dernier exercice de la Premier League. C'est tout pour les sports. Merci bien, Yacouba. À demain. Ce sont les vacances d'été en ce moment aux États-Unis. Pas d'école donc pour les élèves. Beaucoup en profitent notamment pour un séjour en colonie de vacances. Mais il n'y a pas que pour les enfants. Ces activités estivales ont été étendues récemment aux adultes nerds. Comprenez, les nerds, ce sont des gens passionnés de sciences et de techniques, notamment d'informatique, et y consacrent la plus grande partie de leur temps. Deborah Bloch s'est rendue à Epic Nerd Camp à Darlington, dans le Maryland. Dilidico raconte. Epic Nerd Camp est un espace de divertissement organisé autour de la fantaisie. Dans ce camp d'été, les gens apprennent à nager comme des sirènes. C'est fou la vitesse à laquelle j'arrive à nager déguisé en sirène. Ou en triton. L'idée d'être un triton me paraissait très amusante. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? C'est à la fois nouveau et excitant. Excitant, tout comme le lancer de hache, une activité très appréciée par ce développeur de logiciels qui dit être un nerd professionnel. À 100% et fier de l'être. Les participants au camp disent qu'ils ont souvent l'impression d'être à part et parfois, ils sont sujets à des moqueries et tournés en ridicule par la société. Le camp de nerd a été créé par Kim Chesler, une jeune femme qui cherchait un endroit où des nerds comme elle se sentiraient les bienvenus pour faire des activités qu'ils aiment et en bonne compagnie. Certains d'entre eux sont des étudiants, d'autres travaillent en tant que techniciens de laboratoire, certains sont des scientifiques ou des costumiers professionnels. Julie Chapa a rejoint l'Epic Nerd Camp à ses débuts, il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle est bénévole. Je pense que la raison en partie remonte au lycée et au fait de se sentir à l'époque comme un paria. Du coup, on s'habitue à être un peu bizarre par rapport aux autres. Et ensuite, lorsque l'on arrive ici, on découvre que tout le monde est bizarre. Gretchen Walter est nouvelle dans le camp. Je me sens toujours un peu mal à l'aise dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup toutes ces choses d'intello et même si être nerd devient de plus en plus accepté, les nerds ont toujours tendance à être un peu seuls dans leur coin. J'ai donc cherché une communauté à laquelle je pouvais m'identifier. Epic Nerd Camp se termine par un bal. Cela permet de nouer des amitiés durables et parfois même des mariages. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé les rejoindre. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci, à demain.